parler maintenant de politique pure et dure. Votre absence lors de la formation du dernier gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne a été interprétée par certains de vos partisans comme un ostracisme. Quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que là, vous êtes déjà ministre conseiller, mais certains vous voyez à l'image des autres, Makhtar Cissé et les autres dans le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne? À ça, il faut demander au chef de l'État. Moi, je respecte totalement sa prérogative que lui confère la Constitution. Ça, c'est d'une part. D'autre part également, je ne peux pas être prétentieuse au point de réclamer ma présence au niveau d'un gouvernement ou d'une quelconque autre structure. Maintenant, nous sommes en politique. Et en politique, il y a des réalités. Des réalités qui font que les gens ou les responsables qui mouillent le maillot et qui, pour des opportunités, ont les mêmes niveaux ou les mêmes compétences, peuvent quand même être récompensés par rapport à tout le travail qu'ils abattent. Que ce soit moi, que ce soit mes autres camarades de parti, cela est valable. Non, cela est également une chose, mais une autre chose est que tout le monde ne peut pas être partout, ou tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être nommé, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas. Donc, mes partisans ont tout à fait raison, je crois, de se plaindre parce qu'ils estiment qu'ils ont quand même contribué grandement à l'effort collectif que nous sommes tous en train de mener. Mais ils devraient comprendre qu'ils ne sont pas les seuls. Tout comme il y en a d'autres qui ont fourni certainement beaucoup plus d'efforts. Maintenant, la difficulté que nous avons au sein de Benno Bokk Yakaar, c'est que c'est certes une coalition qui transcende quand même le temps. Nous espérons que c'est une coalition qui va continuer à exister, mais c'est également une coalition qui est extrêmement large. Même au sein d'un parti, vous avez des difficultés, a fortiori au sein d'une coalition. Et donc, les gens devraient pouvoir comprendre qu'il soit très difficile et très complexe d'aménager en tout cas les choses pour que chacun puisse se sentir concerné. C'est une difficulté qui incombe au chef de l'État qui, de par les actes qu'il pose, de par les signaux qu'il renvoie, doit rassurer l'ensemble de ses partisans qu'effectivement ce sont des actes objectifs dépourvus de toute influence qui sont posés. Cela me paraît être une chose importante et une chose qui, même s'il ne rendra pas nulles les frustrations, mais quand même peut les rendre négligeables. Mais ce sont des comportements que je comprends parfaitement, ne serait-ce que pour le respect de militants que cela appelle. Barthélémy Diaz est le fils de Jean-Paul Diaz, Karim Wade est le fils de Abdoulaye Wade. Vous aussi, à l'image patriarcale de Mourchid Iyane Thiam. Est-ce que ça vous a, parfois, est-ce qu'on vous regarde dans votre parcours, est-ce qu'on vous a regardé comme la fille de Mourchid Iyane Thiam ou vice-versa? Est-ce que cette image patriarcale, oui, comment vous avez vécu avec cela? Vous avez dit Barthélémy Diaz est le fils de Jean-Paul Diaz. Et vous avez également dit Karim Wade est le fils de Maître Abdoulaye Wade. Mais ils ont usé et abusé du personnage de leur papa. Ce que moi, je ne fais pas. À la limite, j'essaie de m'en cacher. Parce que justement, c'est pour éviter ce genre de remarques que l'on puisse dire, que l'on puisse penser qu'il y a un certain déséquilibre ou un certain favoritisme. Parce que comme je vous ai dit, je veux me battre par moi-même. Maintenant, je ne peux pas occulter le fait que Mourchid Iyane Thiam soit mon père. Je ne peux pas l'occulter. Mais je pense avoir été assez honnête pour ne pas utiliser son image. Malheureusement, M. Karim Wade a laissé à son père la bataille. Vous voyez encore tout ce qui se fait. Il l'a même forcé à forcer des barrages de police. Hein? Donc, moi, je ne ferai jamais cela.
Absolument. Maintenant, parlons de la femme personnalité politique. Il y a Aïda Mbodj avec son mouvement, il y a Aïssata Tall Sall, Zahra Iyane Thiam. Quelle analyse faites-vous vraiment de l'accès des femmes aux instances de décision et aussi l'émergence des femmes en tant que vraiment forces politiques qui vont rivaliser avec les hommes jusqu'à devenir peut-être un jour présidente de la République du Sénégal? Il faudra oser. Je suis totalement d'accord avec Maître Aïssata Tall Sall. Il faudra oser. Parce que j'aimerais quand même dire que les femmes en politique font ce que les hommes ne font pas. Nous sommes plus engagés, nous sommes plus promptes à aller au charbon, nous sommes plus promptes à nous battre. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en avant des investitures ou de mettre en avant des responsables ou des personnes pour des questions relatives à des nominations, etc., les hommes se considèrent comme être les premiers à être sur la ligne de départ. C'est déplorable. Mais ce n'est pas inexplicable. Puisque si l'on va dans la configuration des partis politiques, cette situation facilite de confiner les femmes à un certain niveau. Vous allez également au niveau de la loi sur la parité, il y en a beaucoup jusqu'à présent qui crient à la discrimination. Mais aujourd'hui, c'est à nous femmes de comprendre et de savoir que si nous ne faisons pas partie, ou en tout cas si nous ne soutenons pas l'action des hommes, ils n'iront nulle part. Et cela, ça a été prouvé depuis les années 1945, lorsque nous avions commencé à avoir nos premiers députés, où ce sont les femmes qui se sont battues pour les porter à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il faut oser. Et moi, je salue l'engagement du ministre Aïda Mbodj. Tout comme je salue l'engagement, vous avez plusieurs femmes politiques, il y en a, on peut en citer beaucoup. Vous avez Ndeye Cissé, vous avez Madame Awa Diop, et puis on peut en citer, vous avez Maître Aïssata Tall Sall, de grandes personnalités politiques comme Aram Diène, Adja Aram Diène, etc. Ce sont des femmes qui ont cru, qui se sont battues. Donc aujourd'hui, nous également, je pense que nous devons transcender les clivages politiques pour le bonheur de la promotion de la femme. Parce qu'aujourd'hui, cette promotion-là doit faire éclater les barrières. Sinon, justement, on sera toujours à cette remorque-là où les hommes continueront à décider à notre place, où les hommes penseront toujours qu'il faut écraser les femmes, qu'il ne faut pas qu'elles arrivent à un certain niveau de responsabilité, sinon, mais l'évolution du monde étant ce qu'elle est, pour sûr, nous arriverons à un moment où la réalité s'imposera à tout le monde. L'opposition sénégalaise pense que Macky Sall brandit le dialogue national comme vraiment de façon machiavélique, avec vraiment en utilisant cela assez comme il l'entend. Vous, en tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, comment vous percevez ce dialogue national? Est-ce que ce n'est pas un jeu du chat et de la souris? Est-ce qu'il y a vraiment une certaine franchise dans le dialogue national au Sénégal? Vraiment, pour être honnête dans mon propos, je pense qu'il n'y a aucun subterfuge, aucune mauvaise foi derrière le dialogue. Moi-même, je suis partisan du dialogue. Je me dis que tous les citoyens, tous les Sénégalais ont le droit de donner leur mot par rapport à la marche du pays. Maintenant, il faut également que les uns et les autres se respectent. Et cela ne passera que par le respect des prérogatives des uns et des autres. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire « je veux comme prérequis à un dialogue la libération d'une prérogative judiciaire ou les thématiques à discuter ».
Cela ne se passe pas ainsi. Et aujourd'hui, je pense que l'opposition est de mauvaise foi. Et l'opposition n'a rien à dire, puisque c'est une opposition qui a été invitée par maintes reprises à dialoguer et qui n'a jamais voulu s'asseoir sur la table. Et lorsque les autres dialoguent et trouvent des consensus, elle veut remettre cela en cause parce que justement, elle pense qu'elle est majoritaire. Et c'est ça la grandeur et l'humilité qu'il faille avoir. Même l'opinion d'un seul Sénégalais compte dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il faut comprendre au niveau du dialogue la position du chef de l'État. Le chef de l'État, dans sa mission de gouvernance, trouve qu'il ne faut pas dialoguer à des moments stratégiques, mais que le dialogue doit se faire de manière permanente, autour de cadres bien définis. C'est pourquoi vous avez des organes, par exemple au Conseil du dialogue social, qui s'occupe d'un secteur bien déterminé. Vous avez d'autres forums qui se retrouvent autour de l'économie, autour de l'éducation, autour de la santé, etc., pour discuter des problèmes. Mais cela se fait de manière permanente, autour de mécanismes bien définis. L'opposition, ce n'est pas ce dialogue-là qui l'intéresse. Le dialogue qui l'intéresse, c'est le processus électoral. C'est comment faire en sorte pour fiabiliser le fichier. Comment faire en sorte pour fiabiliser le vote. C'est pourquoi d'ailleurs, ils disent qu'ils veulent du bulletin unique. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils s'assurent que leurs bulletins sont présents au niveau du bureau de vote. Or, pourquoi vouloir ramener le Sénégal en arrière? Nous pensons que la fierté du Sénégal, c'est de s'aligner au niveau des pays, des grandes démocraties. Le bulletin unique est quasiment imposé à des pays avec les partenaires financiers, parce que bon, personne ne se fait confiance, parce que quand il y a des élections, il y a des crises préélectorales, il y a des crises post-électorales. Mais nous, avec un système du bulletin multiple, mais nous avons réalisé combien d'alternances? Nous en venons à la caution. Mais la majorité présidentielle est pour la diminution de la caution. Ça, nous l'avons dit et redit. Et ce que nous avons dit également en bon républicain que nous sommes, la loi indique les conditions de fixation de cette question-là. Laissons à la loi cette prérogative-là. Lorsque le ministère de l'Intérieur va convoquer les différents acteurs, chacun pourra débattre du montant de la caution. Nous en venons au parrainage. Ce que nous avons dit à ce niveau-là également est clair. La loi permet aux indépendants d'aller à des élections en ayant un certain nombre de personnes qui les parrainent. À l'exercice de cela, nous nous sommes rendus compte que certains indépendants contournaient cette disposition du code électoral en ayant contre monnaie un récépissé à disposition. Nous avons dit tant qu'à faire, autant étendre ce système de parrainage-là à tout le monde. Étant entendu que si vous êtes une formation politique, avec tout ce que la loi vous impose à faire en tant que formation politique, il ne devrait pas être difficile d'avoir ces signatures-là. Nous sommes cohérents et nous voulons discuter de ces situations-là, argument contre argument. Mais nous ne pouvons pas quand même accepter ce que l'opposition veut. Ce point-là, on l'enlève des discussions. Ce point-là, il n'en est pas question. Ce n'est pas ça la concertation. Ce n'est pas ça le dialogue. Et j'estime que nous devons prendre nos responsabilités par rapport à cela, car devant l'impossible, nul n'est tenu. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui est à la tête de ce pays-là. Il a signé avec le peuple sénégalais un contrat de mandature en 2012. Ce contrat sera évalué en 2019. Je trouve qu'il doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités et le moment venu, le peuple décidera. Dernière question, Madame la Ministre. L'initiative pour les élections démocratiques au Sénégal, qui est une coalition des partis d'opposition, va faire une marche, je pense, c'est le 9 février prochain. Est-ce que vous ne pensez pas que politiquement, après la marche du 14 octobre dernier qui avait été réprimée,
est-ce que vous ne pensez pas que cette marche devrait être vraiment une réponse politique qui va fissurer quand même la forteresse APR et la coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce que vous supposez que les organisateurs de la marche du 14 octobre, c'est les mêmes organisateurs de la marche du 9 février? Sauf qu'ils ont changé d'appellation et de cadre entre-temps, c'est ça? Et puis c'est devenu une coalition plus grande. Peut-être que d'ici au 9 février, la coalition va encore mourir et une autre va naître qui portera la marche. Toujours est-il que ce constat-là est important. C'est important de montrer la progression des structures ou des cadres ou des initiatives qui sont mises en place par l'opposition et qui n'aboutissent jamais. Parce que justement, le fondement, la base qui concourt, qui sous-tend la création, c'est tout juste une base d'intérêt. Et par conséquent, à chaque fois que les intérêts divergeront, ce sera comme un système de vases communicants, ils vont se disperser pour se retrouver sous d'autres formes. Et cela ne m'étonnerait pas, c'est pourquoi je ne veux pas outre mesure m'étendre sur cela. Cela ne m'étonnerait pas que d'ici le 9 février, qu'ils ne puissent pas s'entendre sur les modalités de la marche, sur même les mots d'ordre, parce que nous avons vu récemment cette guéguerre qu'il y a de candidature entre Monsieur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et Monsieur le ministre Malick Gakou. C'est comme ça, vous verrez après l'ancien coordonnateur le mot m'échappe, c'est du front, en tout cas je pense qu'ils avaient un front, en l'occurrence le ministre Mamadou Diop non, avant Manko, il y en a eu bien d'autres et on s'y perd. Donc, en tout cas, s'ils sont en règle avec les procédures administratives, je pense que ce sont des Sénégalais, c'est une opposition qui est dans son rôle, qui a le droit de marcher. Bon, ils ne le feront certainement pas pour l'intérêt des populations sénégalaises. J'en suis sûre que tourneront autour de leurs modalités, ou en tout cas autour de leur mot d'ordre, une transparence des élections, la libération très certainement du maire, etc. Donc c'est dire que ce ne sont pas les préoccupations des populations sénégalaises qui les animent, mais c'est plutôt des sujets qui les concernent directement, qui leur sont propres, et par conséquent, nous sommes confiants dans ce que nous sommes confiants dans ce que nous faisons, parce que nous estimons que quoi qu'on puisse dire, entre 2012 et bientôt 2019, nous avons quand même eu à stabiliser non seulement les agrégats économiques, mais nous avons pu relancer l'économie, ce qui conduit à une croissance soutenue, positive, qui gagne en points d'année en année, et que les fruits de la croissance se ressentent de manière forte au niveau du panier de la ménagère, au niveau de la bourse des travailleurs, puisque les prix sont stabilisés, vous en convenez avec moi. Les salaires également ont été augmentés avec la baisse de social est en évolution avec les grèves, la marche de synthèse et les autres syndicats notamment. Mais c'est normal. Et heureusement qu'il y a des chocs contradictoires. Parce que des chocs contradictoires naît l'avancement et l'amélioration. Nonobstant maintenant le fait qu'on soit dans une année préélectorale où nous savons de par le monde que les revendications sont le plus souvent exacerbées quand c'est en période électorale, parce que justement on fait la montée des enchères. Mais dans tous les cas, ce qui demeure constant, c'est que nous avons un gouvernement qui se bat pour respecter les engagements pris, et si les engagements pris ne sont pas à 100% respectés, quand même il y a une nette évolution, une pente ascendante
qui montrent qu'ils sont sur la voie du progrès, sur la voie de la réalisation, et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'efforts que nous avons à faire, notamment dans la perception que les populations ont de leur vécu, mais surtout par rapport à l'image que nous reflétons, puisque nous devons le dire, quelquefois, en tant que majorité, nous reflétons une image qui ne rassure pas les populations, et ça, c'est à nous de venir à bout de ces situations-là, mieux rassurer les populations pour qu'ensemble, nous puissions tous, après tout, honorer notre pays, parce que c'est ça, c'est un pays que nous partageons. Absolument. Peut-être votre dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Réponse Politique. Votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est comme je l'ai dit, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos diversités, nous demeurons et nous resterons des Sénégalais. Et sur cette base-là, nous devons à chaque fois d'avoir cet esprit de dépassement, mais de toujours avoir en bandoulière également notre sacerdoce à toujours œuvrer pour le mieux-être des populations sénégalaises. Madame la ministre, Leral.net vous dit merci. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Leral.net pour la confiance renouvelée.